Lundi 27 novembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, les parlementaires ont hier examiné et adopté le projet de loi de finances 2018. Cette loi de finances a reçu l'avis favorable de la majorité des parlementaires présents à l'hémicycle. C'est ce qui nous rapporte Ismaël Moumouni. 133 voix pour, contre 29 et une abstention. La loi de finances 2018 vient ainsi d'être approuvée à travers le résultat de ce vote apprécié par la majorité mais surtout par l'émissaire du gouvernement. L'assainissement des finances publiques, l'engagement pour la stabilisation du cadre macroéconomique, l'engagement pour le progrès, pour les investissements dans les secteurs sociaux, l'engagement pour l'investissement dans les secteurs des infrastructures, dans la sécurité de notre pays, la défense de notre pays, la sécurité des biens et des personnes. Voilà cet engagement-là, nous le tiendrons. Maintenant, le cap, malgré les chocs sécuritaires, chocs climatiques, chocs de l'environnement économique international, des matières premières notamment, je voudrais les rassurer qu'avec cet instrument, le gouvernement fera un bon usage et que, Inch'Allah, nous continuerons à avancer, nous continuerons à transformer ce pays-là. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont voté contre pour avoir participé à cet exercice. Il y a le fait majoritaire à l'Assemblée nationale, il y a le fait minoritaire. La minorité a le droit de s'exprimer, a le droit de dire qu'elle est contre. Et elle l'a exprimé librement. Cette loi de finances est rejetée en bloc par l'opposition qui estime que cela va accroître la cherté de vie de la population. Incontestablement, cette loi, ce projet de loi, cette loi aujourd'hui est porteuse de périls graves pour notre pays. Vous allez remarquer, fin janvier, vous tous, nous allons percevoir, nous allons recevoir nos factures d'électricité. À part la taxe d'habitation, vous avez le décret qui a été pris récemment qui revoit la grille de tarification au niveau de l'énergie électrique. Vous allez remarquer sur vos factures des augmentations qui peuvent aller au minimum à 50%. La TVA sur les produits de première nécessité. Mais vous allez voir à partir de janvier, tout ce que vous allez acheter, il y aura une TVA dessus, c'est 19% du prix en Suisse. Vous allez voir au niveau des transports. Même les pirogues à moteur vont être imposées. Tout ce qui va utiliser l'énergie, utiliser le transport pour sa production va être impacté par ces mesures nouvelles. Donc il y aura indiscutablement un accroissement, un renchérissement du coût de la vie et on sait ce que ça a provoqué dans certains pays. Malgré tous ces remous autour de cette question, la loi de finances 2018 vient ainsi d'être approuvée par les parlementaires. Entre la majorité et l'opposition, qui aura raison, seul l'avenir nous le dira certainement. Clôture hier après-midi de la deuxième édition de la semaine annuelle des leaders paysans et acteurs de la société civile sur le droit à l'alimentation. Durant 3 jours, les participants de toutes les régions du Niger qui ont accès à ces séminaires ont été édifiés sur les techniques de défense sur les droits de l'alimentation. Nafis Hassan et Sadou Demi. Après 3 jours d'information, de sensibilisation des leaders paysans et acteurs de la société civile sur le droit à l'alimentation, les participants venus de toutes les régions du Niger ont rendu une déclaration dont la teneur suit. Nous, leaders paysans et acteurs de la société civile réunis à ce séminaire, après une analyse approfondie. 1. Exigeons le départ pur et simple des forces étrangères de notre sous-région. 2. Fustigeons la politique de tous sécuritaires et mettons le gouvernement en garde contre toute ponction budgétaire dans les secteurs sociaux devenus son sport favori pour, disons, financer les efforts de guerre. Car pour nous, le financement dans les secteurs sociaux est la meilleure garantie contre l'insécurité. Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, rassure les participants de remettre leurs revendications acquis de droit. Je pense que le plus grand défi pour nous, c'est de ne pas en rester à l'indignation. On s'est suffisamment indigné déjà. Il faut maintenant se battre. Et je suis convaincu
que dans les jours, les semaines à venir, Inch'Allah, on va entendre parler de nous, des organisations de la société civile, mais aussi les organisations paysannes. Parce que trop, c'est trop. Et donc, vraiment, je suis très content. Et je souhaite vraiment bon retour à tout un chacun dans son foyer. Et surtout, je souhaite vraiment beaucoup de courage. Parce que les défis sont énormes. Et on sait qu'on essaye de faire peur aux gens. Et une chose dont il faut vraiment se départir, c'est justement la peur. Le droit à une alimentation équilibrée est un droit vital pour tous les êtres humains et fait partie de la vision 2030 des 17 objectifs de développement durable décrétés par l'ONU. Début ce matin à l'hôtel Gawé de la 3e revue annuelle de réforme politique, projets et programmes de l'UMOA. Cette rencontre qui va durer 3 jours a été présidée par Ahmad Joudouda, ministre au délégué, Nafissatou Yahaya et Sadou Demi. Passer en revue les réformes politiques, programmes et projets de l'UMOA au Niger, et cela dans le seul but d'améliorer les conditions de vie de la population, motif de cette rencontre des experts. Le représentant de cette organisation salue la performance réalisée par le Niger dans ce domaine. Il ressort de l'évaluation faite au titre de 2015 que le Niger figure parmi les premiers États de l'Union en matière d'application des règles communautaires, traduisant ainsi l'engagement des autorités et des acteurs économiques à faire progresser l'intégration. Dans le cadre de la présente revue, les indicateurs de performance ont été affinés en vue de déterminer le niveau réel de transposition et d'application. Il s'agit pour les États membres et la Commission de poursuivre l'auto-évaluation dans le but d'apprécier les progrès réalisés depuis la dernière évaluation en 2015, d'identifier les contraintes et les faiblesses, de définir les modalités d'une accélération de la mise en œuvre des réformes. S'agissant du déroulement de la revue, 3 étapes sont prévues. Une évaluation technique qui commence aujourd'hui, qui sera sanctionnée par un rapport d'évaluation des réformes et un mémorandum. Ensuite, une séance de travail entre le président de la Commission, le ministre des Finances et les ministres dont les départements sont concernés. Cette étape sera organisée, Monsieur le ministre, ultérieurement en raison des contraintes de calendrier que nous avons ici. Et enfin, une restitution des conclusions de la revue sera faite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. En procédant à l'ouverture des travaux, le ministre délégué au budget remercie l'UMOA pour cette initiative avant de revenir sur l'importance de cette revue. Cet exercice a pour but de favoriser la construction de l'espace de l'UMOA par l'harmonisation des législations nationales, la coordination des politiques sectorielles nationales, et la bonne exécution des politiques, programmes et projets communautaires. Le but recherché est d'améliorer significativement la compétitivité et l'attractivité de l'Union et partant de ce fait le potentiel de croissance économique nécessaire à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Je vous traduis tout le soutien des plus hautes autorités du Niger quant à l'atteinte des résultats attendus. D'ores et déjà, je vous informe que les résultats de vos travaux seront examinés par les plus hautes autorités du Niger afin de leur donner l'impulsion politique nécessaire pouvant contribuer à l'accélération de la mise en œuvre des actes communautaires. La revue de la phase technique durera 3 jours, s'inscrit dans le cadre de l'application de la décision des chefs d'État et de gouvernement. C'est essentiel pour l'approfondissement de l'intégration économique de l'espace IOMOA se déroule dans tous les États membres. C'était là un compte rendu signé par Ismaël Moumouni sur les images de Sadou Doumi. Ouverture ce matin au siège du Conseil supérieur de la communication de la session ordinaire du Conseil du CSC au titre du mois de novembre 2017. 6 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Nafissatou Yahaya et Chebou Edisson. Cette session du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de novembre 2017 s'ouvre quelques jours après le parachèvement de l'installation de la plateforme distante de monitoring du CSC. Occasion saisie par le président du CSC pour féliciter et encourager les équipes pour le travail abattu avant d'attirer leur attention. La diligence et le sens du sacrifice avec lesquels les agents de cette direction se sont acquittés de leurs devoirs ont permis au Conseil supérieur de la communication de gagner le pari de connecter tous les médias régionaux conformément à l'engagement pris vis-à-vis des partenaires.
Je saisis ce moment pour remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le Conseil supérieur de la communication dans ce laborieux processus entamé en 2015. Il s'agit de l'Union européenne à travers le consortium CARE SOS Civisme, la coopération danoise et l'ambassade de France au Niger. Le CSC vient certes de gagner un pari, mais ce n'est pas une raison d'être trop triomphaliste, car un autre défi pointe déjà à l'horizon. C'est celui de l'exploitation des programmes des médias audiovisuels rapatriés à Niamey. Pour ce faire, le CSC aura besoin de ressources humaines, financières et matérielles supplémentaires. En effet, le matériel technique installé fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui nécessite une maintenance permanente et un renouvellement régulier. L'exploitation des données requiert au minimum une équipe de 20 moniteurs permanents à former et une formation continue à assurer sur la durée. Le projet d'ordre du jour de cette session va permettre l'examen, adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'octobre 2017, information sur le Conseil supérieur de la communication pendant l'intersession, examen adoption du rapport d'étude d'audience des radios basées à Niamey, examen adoption du projet de rapport d'évaluation du plan stratégique 2014-2018 du CSC, examen adoption des rapports du Conseil de presse, questions diverses. Le président du CSC a enfin souhaité plein succès aux travaux de cette session qui durera 5 jours. Visite du comité directeur de l'ISN ce matin à l'Institut africain de technologie. Une visite qui rejoint une série de visites déjà en cours. L'occasion a été saisie pour parler de certains mots qui gangrènent l'école. Le compte-rendu de cette visite, c'est avec Abdelrazak Léo et Aboubakar Souley. Constater de visu les conditions dans lesquelles les instituts professionnels travaillent, telles sont entre autres les raisons d'une série de visites initiées par le comité directeur de l'USN. La présente les a amenés dans l'une des écoles les plus en vue et convoitées du moment. l'IAT. Comme nous l'avons promis, nous allons visiter les instituts aussi, écoles professionnelles, pour s'enquérir des conditions dans lesquelles nos camarades sont en train de prendre cours et comment l'IAT s'organise, comme les autres écoles aussi, pour dispenser les cours, comment ils fonctionnent, comment ça marche au niveau des instituts. Nous avons fait aussi le lycée professionnel Kalmaharo. Donc c'est une visite qui rentre en tout cas dans ce même cadre-là, dans cette initiative-là du comité directeur, à partir de les écoles de lui-même pour constater les conditions d'études de ces militants. Nous saluons vraiment ce courage, l'engagement de ce nouveau comité directeur tout récemment élu. Vraiment, nous les sollicitons de continuer dans ce sens et continuer à œuvrer, à défendre nos causes. L'IAT, c'est l'Institut africain de technologie. Son fondateur, M. Hamidou Hamadou, s'est réjoui de la visite. Le comité directeur de l'USN et la sous-section de l'UPTN, des étudiants de nos écoles professionnelles privées, ils sont venus nous rendre visite et c'était donc une grande joie parce qu'ils ont vu les réalités de notre école. Nous avons parcouru toutes les salles de classe, nous avons visité toutes les infrastructures et nous avons visité aussi toute l'administration et ils ont vu et ils ont apprécié, en toute honnêteté je vous le dis, ils ont vraiment apprécié l'IAT. L'occasion aussi de relever quelques difficultés. Au niveau des grèves, de voir quelle méthode utiliser pour éviter que nous ayons des problèmes avec les parents d'élèves, mais qu'entre étudiants privés et étudiants boursiers de l'État aussi, qu'il y ait problème. Ça fait 2 ans que l'État, j'ai plus de dizaines de millions avec l'État et que je ne suis pas payé. L'IAT fait la fierté du Niger et de l'Afrique et dans la sous-région fait l'unanimité. La dernière fois, on était parti au Burkina, il y a 3 ministres, je dis bien 3 ministres qui sont venus à la fête de remise des diplômes et il y a 5 écoles professionnelles privées du Niger qui ont reçu des prix. Ça veut dire qu'ailleurs, on nous respecte, mais nous, chez nous, on ne respecte pas parce que les gens ont des préjugés sur nos écoles. Et je dis bien que l'État doit payer les frais de formation. Une visite qui a été pleine d'enseignements et a permis à plus d'un d'en connaître un peu plus sur cet institut qui a reçu plusieurs distinctions et prix, mais qui a aussi de grands partenaires tels que la Fédération européenne des écoles, le CAMES ou encore la reconnaissance nationale. Le CG Banoufandou 2 a réceptionné ce matin 200 tables-bancs des mains de l'Union des scolaires, une façon d'aider ses élèves à mieux passer une bonne année scolaire. Asma Oussedou, Ibrahim Abdou pour le reportage.
Une semaine après la visite du comité directeur de l'Union des scolaires dans plusieurs établissements, ce jour lundi, le CEG Banifondo 2 a réceptionné 200 tables bancs des mains de l'USN, un geste salué par le directeur de l'école. Pour un établissement qui en manque et qu'on vient de trouver 200 tables bancs, c'est vraiment une grande surprise, une surprise vraiment très satisfaisante. On est vraiment très content de trouver ces tables-là qui vont à même résoudre le problème que nous avons présentement. Je suis très content de la célérité par laquelle ils ont pu résoudre ce problème. Sinon, on avait eu l'écho de ces tables-là, mais malheureusement, il a fallu leur intervention pour avoir les tables-là avec rapidité. Le secrétaire général de l'USN donne l'objectif visé à travers ce don. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes ici au CEG Banifondo 2 de Niamey, un des établissements qui a été concerné par notre visite de la semaine passée. Nous sommes là pour une réception de 200 tables bancs. Nous avons trouvé 8 classes de 6e où les élèves prenaient les cours à même le sol. Et ces 25 tables en moyenne par classe, ça fait un besoin de 200 tables. Et chose aujourd'hui qui est réceptionnée, ça veut dire que ces établissements qui hier étaient confondus à une mosquée. Parce que quand vous constatez, si vous êtes étranger, vous êtes des passages, vous allez voir des élèves qui rentraient dans une école avec des tapis. C'est similaire à des musulmans qui partaient à la mosquée pour la prière. L'école était confondue à une mosquée. Et vous voyez les élèves, ils ont tous leurs tapis à main. C'est pour s'en servir, c'est pour s'asseoir. On ne sait plus si c'est un établissement ou une mosquée. Et aujourd'hui, Dieu merci, fini le phénomène des tapis dans cet établissement-là. Ils vont remettre ces tapis à leurs parents pour servir de prière et non pour être utilisés à lieu et place de table banc. Nous avons aujourd'hui des militants qui seront assis confortablement et suivre les enseignants pour prendre le cours. Cependant, une visite a conduit le comité à l'Institut professionnel de Kalmaro où ils ont été guidés dans les différents locaux du dit institut pour constater de visu les conditions de vie dans lesquelles les élèves étudient. Opération de salubrité hier à la maternité de Yantala, une œuvre de la communauté Barka appuyée par quelques membres de la diaspora nigérienne. Le résumé de cette opération salvatrice avec nos reporters Adam Soumana et Nasser Seydou. L'initiative est celle de quelques membres de la diaspora nigérienne en collaboration avec les membres de la communauté Barka. Une opération pour laquelle le choix de ce lieu n'est pas fortuit. Vu l'état dans lequel nous avons vu la cour était, donc on a dit c'est d'apporter un coup de pouce, comme on le dit, pour rendre un peu présentable la cour au profit, n'est-ce pas, donc surtout des malades et de la maternité en tant que telle, parce qu'un environnement sain contribue aussi à la promotion de la santé. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour contribuer vraiment en tant que communauté Barka, comme nous le disons, et pour faire cette action de salubrité. Vous avez vu le monde qui vient, ce n'est pas à 9h30 déjà, vous avez vu les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde est mobilisé et ce n'est pas encore fini. Vous serez surpris dans les minutes et les heures à venir, toute la journée, nous sommes là pour faire cette activité. Occasion également pour les organisateurs d'évoquer les perspectives d'avenir. Nous sommes en train d'organiser un festival de reggae avec l'accompagnement toujours de la communauté Barka au CCOG ce mercredi-là pour contribuer aussi à la promotion de la paix. Il y aura quelques 4 ou 5 pays de la sous-région qui seront là et c'est un concert gratuit. Ce n'est pas de la publicité, c'est toujours dans les actions avec la communauté Barka. C'est dire qu'aujourd'hui, notre fierté, c'est l'éveil de cette diaspora nigérienne, donc pour contribuer aux actions sociales, aux actions, j'allais dire culturelles surtout. De nobles initiatives à soutenir et à encourager pour la solidarité au Niger. Alors chapeau pour la diaspora initiatrice de ces actions et la communauté Barka. Du sport dans cette édition, le président de la FENIFOOT a animé cet après-midi
une conférence de presse au siège de l'institution. Le colonel-major Pelé a abordé 2 sujets, l'annonce d'une nouvelle formule de la Ligue 1 de football et la situation des joueurs du MENA Cadet après leur participation au mondial de la catégorie. Dans l'extrait que vous allez suivre, le président de la FENIFOOT explique les raisons de l'installation d'une nouvelle formule dans les championnats 2-1. On l'écoute. Nous avons décidé, en tout cas au niveau du comité exécutif, après mûre réflexion et après des échanges, nous avons décidé de manière exceptionnelle, en tout cas, de créer une nouvelle formule du championnat et, comme j'ai dit, de manière exceptionnelle aussi, en passant à 16 au lieu de 14 sur cette saison-là. Parce que l'objectif, c'est aller à l'application. Nous l'avons dit à l'Assemblée générale passée, ça va être ça cette année. À la fin de cette saison-là, on appliquera la réforme des compétitions, en créant notamment la Ligue professionnelle, la première division et la deuxième division en fait, autant pour moi. Ça fera 2 niveaux de compétition, 3 niveaux donc de compétition. La Ligue professionnelle qui est, si on peut l'appeler ainsi, comme si on faisait la première division, la deuxième et la troisième. Mais statutairement, ça sera la Ligue professionnelle, la première division et la deuxième division. C'est pourquoi nous avons ciblé, en tout cas pour ne pas aller aussi loin par rapport aux réformes de la FIFA et autres, décidé de passer à 16 en intégrant les deux derniers clubs normalement qui étaient censés être en queue du championnat national en fait sur le positionnement jusqu'à la descente en D2, notamment l'espoir de Zender au niveau de Zender, et aussi comme je dis c'est parce que ça nous permet de faire vivre les stades dans lesquels nous avons investi. Notamment Tawa, on a eu la chance, ils sont montés en première division. Maradi, Jean Gorgio est en compétition. L'Espoir va compétir. Et à Dosso aussi, un des clubs va compétir après un match de barrage entre les 2 clubs, donc le champion de Dosso et le club de TFC qui était en première division, qui était descendu. Ils vont jouer un match de barrage, celui qui passera représentera la région de Dosso. Donc ça nous donnera une opportunité sportivement, ça créera plus de compétition. On aura 30 journées au lieu de 26. Ça donnera beaucoup plus de compétition donc au club, donc une meilleure en tout cas assise. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça permettra en tout cas de faire vivre le championnat national sur tous ces stades-là, toutes ces régions-là, avec l'accompagnement bien sûr des médias, du direct. Ça créera beaucoup plus d'engouement, je pense. Ça permettra par contre à ce que, comme j'ai dit, ces régions-là puissent avoir la chance de voir la première ligue donc. Mais surtout, ce que je dis, ce qui est important aussi, il faut que les gens retiennent. On donne une opportunité à ces régions d'être présentes au niveau de l'élite. Il faudra que ces régions-là, à partir de maintenant, y compris, je dis, j'interpelle les ressortissants des régions et tout, les gens aiment toujours s'asseoir, critiquer pour dire pourquoi notre région n'est pas en ligue professionnelle ou dans l'élite. C'est une opportunité. Si cette fois-ci, avec cette chance-là, les clubs de ces régions-là descendent dans une division inférieure, ça veut dire que les gens ne font rien. Les gens de la région aussi sont interpellés, ils ne font rien pour que leur football puisse perdurer. Je pense que c'est une opportunité pour tous les Nigériens. Et là, on se dira les 4 vérités en face, comme on dit. Parce que si les gens ne tiennent pas là, ça veut dire qu'ils ne pourront pas, on ne pourra plus rien faire. Les équipes dames et messieurs de Saham Basket ont rendu visite à leurs partenaires financiers. Objectif, faire le bilan de la saison et passer en revue les perspectives d'avenir. Abdrazak Léo pour le compte rendu. Faire le bilan de la saison de Saham Basketball, mais aussi faire le point sur les perspectives pour la saison à venir. Telles sont entre autres les raisons de la visite de ces équipes basket dames et messieurs de Saham Basketball. Les résultats que vous avez obtenus l'année dernière, cette année, nous les acceptons. C'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut commencer d'abord tout doucement. D'ailleurs, c'est ça la sagesse. Il faut d'abord apprendre. Il faut apprendre ce que c'est que la défaite. Il faut apprendre à perdre de temps à autre. Ce qu'on vous demande, c'est déjà des résultats honorables. Des résultats corrects. Soyez sûr que nous avons à cœur, en tout cas pour la saison prochaine, de mettre à votre disposition le maximum de moyens possibles. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est la volonté. La volonté parce que vous voyez, au-delà des résultats, le sponsor ne s'est pas découragé. Il a estimé que c'est un début
et qu'au début de toute chose, il n'y a pas la lumière, c'est-à-dire ça vient petit à petit. Et quand on a fait le bilan, on a vu que l'équipe a quand même progressé, même si c'est un tout petit peu. Et vous avez entendu, l'objectif c'est 2020. Donc nous estimons que c'est une bonne politique où on ne met pas la pression tout de suite sur les joueurs. Et cela va permettre à l'équipe de progresser petit à petit et d'atteindre cet objectif-là. Une visite enrichissante et fructueuse. Je tiens à remercier le sponsoring qui nous avait soutenus tout au long de l'année. Et vraiment, par rapport aux années précédentes, je sais que cette année, ça n'a pas été si facile pour nous d'être jouable. Ça a été un peu vraiment dur pour les joueurs, d'autant qu'il y a de nouveaux. Par la grâce d'Allah, vraiment, ayez confiance en nous. Pour l'année prochaine, ça ne va pas être comme cette année. Vraiment, on est prêt à se soumettre pour bien se donner à fond. On ne peut qu'être reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour nous cette année. Et les problèmes, ça ne manque pas. On va essayer ensemble d'avancer en corrigeant, en essayant d'atteindre la perfection. À noter que cette rencontre a aussi permis aux partenaires de ces équipes de basketball d'être au contact de ces jeunes pour qui ils promettent la continuité. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.